Sait-on vraiment quelle est l'importance d'Esquire dans notre histoire? Le chemin des personnages historiques les plus importants est passé un jour ou l'autre par Esquire. Aussi surprenant que cela paraisse, la ville d'Esquire a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de France. Mais le saviez-vous? Les humoristiens périgourdins se sont penchés sur les vieux grimoires de la bibliothèque d'Esquire afin d'en extraire quelques anecdotes parlantes et probantes, rétablissant ainsi la vérité sur certaines idées reçues. La population ébahie va enfin pouvoir percer les secrets qui avaient souvent été cachés pour de basses raisons politiques ou mercantiles et prendre conscience enfin du rôle phénoménal joué par la petite cité dans l'histoire de notre beau pays. Tout commence au Paléolithique, enfin, à peine quelques jours plus tard, lorsque M. René Andertal, demeurant à la résidence des Mammouths, à Lascaux, décide de s'installer dans un lieu magnifique qu'il appelle le Square, en souvenir des promenades qu'il faisait dans un joli parc floral avec sa maman quand il était petit. Plus tard, l'aide de camp de Vercingétorix, Talmatos-Helvix, quincaillier ambulant de formation, arrive à Esquire à cheval. Il s'arrête au bureau de tabac pour demander son chemin, mais demande finalement la main de la fille du buraliste. Il s'associera à son beau-père et boostera les ventes de tabac en mettant les cigarettes roulées dans de jolis paquets bleus qu'il vendra sous le nom de Gauloise en hommage à sa bourgeoise. Encore plus tard, alors que la nuit tombait sans crier gare, au soir du 24 décembre 498, Clovis part pour se faire baptiser à Esquire. Mais le guide, Germier Michelin, un incapable, originaire de Soissons, se trompe de route et arrive, où ça? À Reims. Clovis entre dans une colère noire et prononce cette phrase restée célèbre: « Ah ben je m'en souviendrai du Nas de Soissons !» Trop tard pour rejoindre Esquire. Le sacre est improvisé à Reims, en toute hâte, tandis qu'à Esquire, l'évêque se trouvant disponible, on lui colle une hotte sur le dos dans laquelle on place les présents prévus pour Clovis, on l'installe sur une charrette tirée par des rennes et on l'expédie dans la campagne pour distribuer les cadeaux à tous les pauvres des alentours. Et c'est ainsi que commence à Esquire la légende du Père Noël. Nous sommes en l'an de grâce 1177. Le pape Alexandre III oblige le roi Louis VII à signer avec son homologue, Henri II, un traité d'amitié. Ce dernier, qui organisait les buffets campagnards, les fameux buffets Henri II, exige alors l'exclusivité de l'ordonnancement des festivités de Saint-Tropez. Louis VII, le jeune vieillissant, accepte pour sceller l'amitié et décide de faire bâtir un pont à Avignon afin de faciliter le transport des huîtres d'Oléron vers Saint-Tropez. Commence alors un gigantesque travail pour construire une route directe d'Oléron à Saint-Tropez passant par Esquire et le pont d'Avignon. L'ouvrage à peine édifié, les Avignonnais déclarent le jour de l'inauguration jour férié et comme c'est un jeudi, ils font le pont. Mais ils mènent de telles sarabandes, dansant tant et si bien sur l'ouvrage qu'il s'écroule. Les travaux sont alors instantanément stoppés. Une commission d'enquête est nommée et une cellule psychologique est mise en place pour les survivants. Esquire se trouvant exactement sur l'axe Oléron-Saint-Tropez, le prévôt des marchands de la commune, Gontran la Monnaie, estimait qu'elle allait devenir une ville-étape et serait assurément inscrite au guide Michelin. Sa fille Perrette avait même prévu d'y faire bâtir un gigantesque poulailler, une étable ultramoderne, une porcherie écologique, des éoliennes, un music-hall, enfin, etc. Hélas, un messager lui apporte la terrible nouvelle, et les aspirations des gouvernants et des habitants d'Esquire s'effondrent. Tout ça à cause de la frivolité de la valetaille d'Avignon. Cette phrase, c'est l'archevêque de Trélissac, Monseigneur Leclerc, qui l'a dit. Fou de rage.
Et la chanson sur le pont d'Avignon est frappée d'excommunication, interdisant ainsi que la complainte soit même murmurée dans un rayon de 96 lieues autour des squares. C'est aujourd'hui le 14 juillet 1259, et c'est un mardi. Mais ce n'est pas encore férié, puisque la Bastille ne sera construite qu'1 siècle plus tard. Le roi, Monsieur IX, Louis de son prénom, et surnommé le Saint, part à Vincennes afin d'y rendre la justice sous son chêne favori. À peine installé, un gland lui tombe sur la tête. Son conseiller, Léon VI, trône à ses côtés et lance au roi l'histoire de Fayoté. « Sire, vous venez de découvrir la gravité. » Bon. N'exagérons rien, lui rétorque le juste monarque, mais si ce chêne perd ses glands, il va nous falloir en trouver un de rechange, un deuxième chêne. Léon VI trône, à ses côtés, mais ne règne pas, obéit donc illico, et trouve le deuxième chêne à Escoir, lors d'un voyage organisé par l'ORTF, l'organisation régionale des trufficulteurs féodaux. C'est donc à Escoir que le deuxième chêne est inauguré quelques jours plus tard, avec la venue du roi Léon VI trône à ses côtés, comme à l'habitude, et commente la cérémonie d'ouverture du premier procès qui oppose le médecin d'un village voisin à son patient, ce dernier lui reprochant de l'avoir émasculé alors qu'il lui avait demandé de le vacciner. Bon. Le disciple d'Esculape se défend en prétextant que son client s'exprimait mal et parlait bas comme s'il craignait d'être entendu. Le supplicié répond que, souffrant d'une extinction de voix, il était justement venu demander qu'on le vaccinât contre la grippe. Le roi tranche et condamne le chirurgien à rembourser le pauvre castré. Voilà comment et pourquoi on installa le deuxième chêne à Escoir et l'histoire du procès d'Escoir dont on parle encore aujourd'hui dans les chaumières. Nous voilà maintenant à la fin du XVIe siècle. Le bon roi Henri fait régulièrement des allers et retours à Pau, où il a sa maison de campagne, à Paris, où il a sa résidence principale. Ce faisant, il passe régulièrement par Escoir, bien sûr, notamment afin de prendre des nouvelles de Gabriel, qui brûle son esprit. Gabriel d'Escoir, qui prendra plus tard le pseudonyme de Gabriel d'Estray, par pur snobisme d'ailleurs. Un jour que le roi passait, sa voiture écrasa fâcheusement un volatile traversant sa route, et appartenant à la belle Gabrielle, dont l'amour étrangle sa vie. Le roi, justement pincé pour la belle, et pour se faire pardonner, mit sa bourse dans un pot et ordonna à tous les nobles d'en faire autant, afin que chaque villageois puisse s'offrir une poule. Et d'où la légende de la poule au pot d'Henri IV, légende qui prit racine à Escoir. 1700. C'est le passage du XVIIe au XVIIIe siècle. Le changement de siècle est rude et plus difficile que le passage à l'heure d'hiver. Le jardinier Le Nôtre, n'arrivant pas à régler sa montre, décide de mourir et ses dernières volontés, hélas, ne seront pas respectées. Son notaire, maître sur la voie, fait savoir à ses héritiers que le défunt souhaitait être mis en terre dans les prestigieux jardins d'Escoir qu'il a dessinés en secret sur son petit cahier à spirale Clairefontaine, mais ceux-ci, affolés par le coût des travaux, incitent le notaire à trafiquer le document et le font inhumer plus sobrement à l'église Saint-Roch Éclair à Paris. Et c'est déjà le XVIIIe siècle. Parlons donc du château d'Escoir. Tout commence au milieu du XVIIIe lorsque Louis XV décide de faire un cadeau à la marquise de Pompadour. Il envoie alors en reconnaissance un homme de confiance, un nommé Mandrin, célèbre pour avoir inventé la chignole, qui parcourt la France à la recherche d'un joyau architectural à la mesure des ambitions royales. Passant un jour à Escoir, il est instantanément séduit par l'endroit enchanteur et l'accueil des autochtones,
Après avoir visité un joli castel, susceptible d'être agrandi pour en faire une belle demeure, il téléphone aussitôt au roi pour lui décrire les lieux. Saint-Simon, dans ses mémoires, relate d'ailleurs le dialogue entre le roi et son émissaire. « Allô, sire ?»« Oui, mon bon Louis, je t'écoute. Parle haut, car ça passe mal. »« Entendu, sire. »« Oui, entendu. Mais moi, je t'entends rien. Ah, et là, vous m'entendez ? Un peu mieux. Bon, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant ? Je crois, sire. Vous m'entendez ? Oui. Est-ce qu'il y a une belle chambre ? Oui, sire, j'ai visité. J'entrai dans la chambre. Mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouvais 1000 écus. Je mis la main. Vous m'entendez ? Oui, c'est un peu haché, mais continue. C'est quoi cette histoire d'écus ? Ben, j'y trouvais 1000 écus. J'y mis la main dessus. Tu lui as mis la main où ? Ah, je t'entends mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de main au quoi ? Au quoi tu dis ? Au ? Non, sire. Dessus, je mis la main. Vous m'entendez ? Oui, j'entends bien. Allez, arrête ta complainte. Mandrin, c'est incompréhensible. Va plutôt à la poste et envoie-moi un télégramme, ce sera mieux. Alors on connaît la suite. Louis Mandrin, bien qu'ayant la confiance du roi, partit finalement avec le magot, volé dans la chambre qui aurait dû être celle de la Pompadour. Cette dérobade ne lui porta pas évidemment bonheur. Le roi, qui avait pourtant le dessein de créer une ligne directe Versailles-Escoir, dut renoncer à son projet et acheta finalement le palais de l'Élysée pour sa maîtresse. Il s'en est donc fallu d'un léger malentendu, je dis bien d'un léger malentendu, pour que la résidence du président de la République soit à Escoir. Et nous arrivons maintenant à la fin du XVIIIe siècle. Et nous allons vous raconter l'affligeante histoire du nougat d'Escoir. Escoir était autrefois mondialement connu pour sa fabrique de nougat. Hélas, l'évêque de Montélimar, monseigneur Desanneau, profita de ce que ce dernier fut parti guerroyer dans la forêt Barade pour voler le procédé d'élaboration de la célèbre friandise qu'il avait pourtant habilement dissimulée dans une cabane au fond du jardin. Dès lors, à Montélimar, on se mit à fabriquer des contrefaçons du précieux nougat. Le bon roi Louis XVI régnait encore à l'époque, mais peu avant de perdre totalement la tête, il avait déjà un peu perdu l'usage de l'ouïe. Aussi, lorsque les gardes affolés l'avertirent de la prise de la Bastille, importante péripétie de notre histoire, il comprit qu'on évoquait une brise de la pastille, qui n'est qu'une légère flatulence sans conséquence sur le cours des événements. Il n'accorda donc à l'incident qu'une importance mineure, se contentant d'agiter un peu son mouchoir à titre préventif afin de disperser d'éventuelles effluves aussi incongrues qu'incommodantes. Toute la cour, émue par l'attitude digne du roi, loua aussitôt le flegme admirable du souverain, alors que l'évêque Félon profitait de l'infirmité du bon Louis, n'ayant, par de machiavéliques circonvolutions sémantiques, aucune peine à lui faire croire que le nougat n'avait jamais été fabriqué à Escoir, mais venait bien, de temps immémoriaux, des manufactures royales de Montélimar. Il étaya bien sûr sa thèse de fallacieuses arguties. Son arrière-grand-mère n'avait-elle pas été prénommée Nougatine, justement, à cette occasion, hein ? La statue de Sainte Praline ne trônait-elle pas en bonne place dans la cathédrale de Montélimar ? Et les hosties, hein ? Les hosties traditionnelles, n'étaient-elles pas remplacées de longue date à Montélimar par des rondelles de nougatine ? Autant d'arguments que le souverain, acoustiquement affaibli, n'écouta que d'une oreille distraite, tandis que l'autre était occupé par d'inquiétantes rumeurs. Le roi, qui n'avait déjà plus toute sa tête, se laissa donc convaincre par le perfide prince de l'Église et octroya d'importants subsides, favorisant ainsi les confiseurs de son évêché au détriment des nougatiers d'Escoir. Et nous arrivons au temps moderne, le 19e siècle. Nous allons maintenant vous raconter pourquoi le projet pharaonique du canal d'Escoir a stupidement avorté. Au milieu du 19e siècle, le ministre des Travaux publics, Pierre Magne,
commande à Ferdinand de Lesseps la construction d'un canal pour relier l'Auvézère à Lille. L'ouvrage, long de près de 3 km, rendra possible le trajet Aubroche-Escoir en évitant le change, car le franc subit quelques fluctuations néfastes aux agioteurs. Nous vous montrons sur une carte régionale la trace du canal tel qu'il avait été prévu d'être percé sous la direction de Ferdinand de Lesseps lui-même. Cela devrait permettre de ne pas perdre au change. Et c'est un pari que le ministre espère gagner en misant sur la loterie que doit traverser le canal. À cette époque, le commerce régional dépend des gabarres, qui transportent quotidiennement le foie gras, les truffes, les barriques de pêche Armand, les madeleines bijoux jusqu'à Périgueux, puis Bordeaux, la Barbade, Caracas. Le syndicat des gabariers étant très puissant, le syndicat d'Escoir, bien sûr, Napoléon III craignait une révolte pouvant le mettre en difficulté. Il appuya donc le projet qui devait permettre à ceux-ci d'éviter les terribles courants des boucles de l'Auvézère au change, dans lesquelles les chargements étaient souvent mis à mal, surtout par gros temps. Hélas, encore une fois, le destin va contrecarrer ce projet colossal, car Ferdinand de Lesseps va être appelé par Mohamed Saïd Pacha pour construire, vous le savez, le canal de Suez. Je vous demande un peu. Enfin, et voilà comment le canal d'Escoir ne fut jamais construit par Ferdinand de Lesseps, laissant un goût amer aux gabariers du lieu. Juin 40. Second conflit mondial. Alors qu'une colonne allemande s'apprête à pénétrer dans la ville d'Escoir, M. Maurice Quétou, qui venait de fêter ses noces de plexiglas, sort de l'auberge chez Nanard et traverse la route sans regarder, effectuant d'étranges zigzags. Cette ruse oblige l'ennemi déconcerté à s'arrêter, portant ainsi un coup fatal à la progression. Il sera décoré par le général Eisenhower à la fin de la guerre pour cet acte héroïque. Nous sommes maintenant au mois de juillet 1969. Depuis bien longtemps, Werner von Braun travaille en grand secret dans les sous-sols du château d'Escoir à la fabrication d'une fusée lunaire. Celle-ci est pratiquement terminée. Personne ne s'est aperçu que la partie centrale du château, astucieusement maquillée, dissimule l'engin qui doit partir pour la Lune. Le temps presse, car les Américains veulent gagner la course à la Lune. À Escoir, seul le professeur Tournedos, qui dirige l'équipe, est au courant. En hommage au professeur prénommé Paul, le programme spatial avait pris le nom de code de programme Apollo. Le jour du départ est fixé symboliquement au 14 juillet au soir, jour où l'on tire les feux d'artifice. Malheureusement, il faut l'accord du garde champêtre, M. Alphonse Ocacoins, un immigré d'origine irlandaise qui s'avère introuvable. On ne remettra la main dessus, hélas, que 48 heures plus tard. L'abus de whisky lui ayant fait perdre la notion du temps et de l'espace, le malheureux s'était enfermé dans une cabane au fond du jardin. Le professeur Tournedos décide finalement de se passer de l'accord du garde champêtre. Mais le sort s'acharne sur le programme Apollo, car les allumettes destinées à mettre le feu aux poudres, pour faire partir la fusée bien sûr, ayant été stockées dans les sous-sols du château humide, sont inutilisables. Et c'est la mort dans l'âme que le professeur doit renoncer au lancement de l'engin lunaire. Voilà pourquoi, l'unique raison, les Américains ont marché sur la Lune avant l'équipe d'Escoir, qui était pourtant prête 2 jours avant eux. En conclusion, chers amis spectateurs, voyez que la ville d'Escoir a un lourd passé historique, méconnu. Et il était important que chacun puisse apprendre le rôle parfois crucial qu'Escoir a pu jouer au cours de l'histoire de notre beau pays. Vous qui habitez cette ville ou ses environs, ou même pas trop loin, soyez fiers de ce passé glorieux qui, sorti de l'injuste pénombre l'enveloppant jusqu'alors, rejaillit aujourd'hui sur toute une population qui retrouve enfin la fierté d'être de ce pays où l'histoire avec un grand H, se mêle
à la légende.